Faranio sera élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui... Merci. Merci beaucoup. Honorable chef traditionnel, chef coutumier, chef de communauté, je voudrais vous dire infiniment merci. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre mobilisation exceptionnelle de ce matin, pour l'honneur que vous nous faites en vous déplaçant jusqu'ici à notre invitation, aussi nombreux, aussi distingués et aussi chaleureux. Je voudrais saluer toutes les femmes du Grand Ouest qui se sont déplacées ce matin. Je voudrais saluer tous les jeunes du Grand Ouest qui ont accompagné leur chef à l'occasion de cette rencontre. Je voudrais saluer tout particulièrement, pour pouvoir mettre des noms, puisque toute communauté a un guide ou des guides. Je voudrais saluer tout particulièrement le Kifi Yoro Mathias, président du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les membres de sa délégation, saluer le chef central des Oué, Gemboyi Denis. Merci honorable de nous avoir honorés de ta présence et de celle de toute la communauté Oué, ici à Abidjan et en particulier en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer le chef suprême des Gourous, l'honorable Sui Bigo. Merci chef de t'être déplacé. Saluer le chef central des Dents, Oulaï Gilbert, qui est présent parmi nous. Saluer le chef Aye Clément, président du collectif des chefs Crou. Honorable chef, infiniment merci. Mais mon ami Bode Coster est là. Je voudrais le saluer. C'est le chef supérieur des BT. Je voudrais saluer aussi le chef de terre de Tabou qui a pris la parole et qui nous a donné son fils afin qu'il nous assiste, qu'il nous accompagne et qu'il fasse en sorte qu'au soir du 31 octobre 2020, nous soyons portés à la tête de cette république, de ce pays. Merci, chef, de ta présence. Je voudrais saluer aussi le chef de Yaouré, le Goré Kofi François. Il est là avec nous, je voudrais le saluer. Et puis ensuite, il y a le chef de Clou d'Iboué qui a pris la parole tout à l'heure, Panam Gosso, Étienne Narcisse. Merci infiniment, chef, de tous les mots que tu as prononcés, de ta présence et de l'honneur que tu nous fais d'être avec nous ce matin. Je suis ému. Mes beaux-parents, Bété pourraient dire, ils émus à Oyo. Je suis ému par votre présence distinguée. Je pense que dans l'histoire politique de notre pays, c'est la première expérience de cette nature que nous inaugurons cette année. En tout cas, ça fait plus de 30 ans que je fais la politique en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas avoir assisté à une telle rencontre. Quand Antoinette et Nyepa Barthélemy m'ont parlé de cette rencontre, j'avais beaucoup d'appréhension. Et eux-mêmes, ils le savent. J'avais beaucoup de doutes, compte tenu du contexte. Et je leur avais dit, ne faites pas, on va avoir honte. Parce que dans la vie, il faut tenter de prendre bagage que tu peux porter. Est-ce que vous êtes sûr que nous pouvons rassembler dans une salle, en un même lieu, les chefs, les grands chefs de l'Ouest dont vous me parlez? Ils disent c'est possible. Que nous connaissons nos parents. Nous connaissons leur attachement au combat que nous menons.
pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice en Côte d'Ivoire. Ce sont des valeurs qui sont chères au cœur des populations du Grand Ouest, dans leur diversité. Et partout où il est question de cela, les chefs du Grand Ouest, les populations du Grand Ouest seront présents. Donc n'ayons pas crainte. Trouvons seulement le lieu approprié et nous te garantissons que nos chefs seront massivement rassemblés pour te porter le message pour lequel nous les avons sollicités et pour recevoir en retour les motivations de ta candidature, les attentes qu'ils peuvent espérer si demain le Front populaire ivoirien est de nouveau au pouvoir. Je voudrais vraiment dire merci à Antoinette Koukouillon, puisque c'est elle qui a eu l'idée. Dire merci à Antoinette Koukouillon. À travers elle, merci à tous les vice-présidents, à tous les cadres du Grand Ouest. Ceux du Tonkbi, ceux du Kavali, ceux du Guémon, ceux du Go, ceux du Haut-Sassandra, ceux du Lodjibois, ceux de la Nawa, ceux de San Pedro et ceux du Boclé, dont elle-même elle est originaire. Et de la Marawi, mes amis Gourou et BT de Daloa. En tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci. Je voudrais dire merci à tous les cadres du Front populaire ivoirien qui les ont accompagnés dans ce travail-là. J'ai dit que j'étais ému parce que ce rassemblement, il faut que nous en fassions en sorte que ce rassemblement soit un rassemblement historique. C'est-à-dire qu'il soit inscrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Or, ce qui est historique, c'est ce qui a une suite. Si vous vous posez un acte, qu'il n'y a pas une suite, c'est-à-dire après ça, tout ce qui va se passer après là, n'est pas impacté par l'acte, n'a pas de lien avec l'acte, n'a pas été influencé par l'acte, l'acte n'est pas historique. Mais quand vous posez un acte et qu'après, beaucoup de choses se produisent, et de bonnes choses, des choses qui marquent la communauté, c'est-à-dire ça reste dans la tête, dans l'histoire, dans la pensée des hommes, alors l'acte devient historique. Donc l'acte, ce n'est même pas par nature que l'acte est historique, c'est par rapport à ses conséquences. On peut enfanter un enfant, mais tout le monde fait enfant. Mais il y a des naissances qui sont des actes historiques parce que cette naissance-là impacte l'histoire de la communauté, l'histoire de l'humanité. C'est ainsi on peut dire, comme nous, ce sont des choses que nous connaissons tous, que la naissance de Jésus a été un acte historique. Parce que Jésus a impacté l'histoire de l'humanité. C'est comme ça qu'on peut dire aussi que la naissance de Gbagbo Laurent a été un acte historique. Parce que il a joué et il continue de jouer un rôle important dans l'histoire. Nous ne pouvons pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de Laurent Gbagbo. Et je souhaite que demain, après-demain, quand on va parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand on va parler de l'évolution politique de la Côte d'Ivoire, chacun puisse dire le rassemblement de Yopougon du 18 septembre 2020 entre la chefferie du Grand Ouest dans leur diversité, depuis le littoral jusque dans les montagnes, dans les grandes montagnes, en passant par le Haut-Sassandra, par le fleuve Kavali, par la Marawi. Ce rassemblement-là a transformé la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement a donné un nouvel espoir aux Ivoiriens.
Ce rassemblement a apporté la paix, la stabilité et le bonheur au peuple de Côte d'Ivoire. Et chacun d'entre nous pourra dire, quand on va évoquer ça, quand des gens vont le commenter, chacun d'entre nous dit, mais moi j'étais témoin. Moi j'étais là, ce jour-là. Quand le président Amphi rencontrait mes parents, j'avais 40 ans, j'avais 30 ans, j'avais 50 ans. Aujourd'hui j'en ai peut-être 60, 70, 75, mais j'ai vécu ce moment-là. J'ai vécu cet instant. Et je peux me considérer comme un des acteurs de cette transformation qui a suivi ce grand rassemblement. C'est cela l'acte historique que je voudrais que ce rassemblement soit. Mais ça doit l'être parce que nous le méritons. Ça doit l'être parce que nous le souhaitons. Ça doit l'être parce que nous le voulons. Et c'est parce que nous le voulons que nous sommes rassemblés aujourd'hui ici. Mais pourquoi nous le voulons? Pourquoi nous le voulons? Quel est le sens de cette mobilisation, de cette présence? Mais c'est parce que nous avons de fortes aspirations. Parce que nous souffrons dans nos chairs de la situation dans laquelle se trouve notre pays. De ce que nous-mêmes nous avons vécu en tant que chefs, en tant que population dans cette histoire de Côte d'Ivoire et dans l'actualité récente de notre histoire. La Côte d'Ivoire souffre depuis 30 ans. La Côte d'Ivoire pleure. Mais pendant ces 30 ans, ceux qui ont le plus pleuré, ceux qui ont le plus souffert, ceux qui ont le plus payé, ce sont les populations du Grand Ouest. Qui ne sait pas ce qui s'est passé à Duekwe, à Ditrozon, à Toulepleu, à Fakobli, à Kouibli, à Daloa, à Gagnoa, à Tabou, à Grabo? Ce sont des noms qui sont restés dans l'histoire du pays. Comme les manifestations de la souffrance de la Côte d'Ivoire. Comme les cicatrices de tout ce que nous souffrons. Personne donc ne peut être surpris. Si aujourd'hui le Grand Ouest se mobilise, parce que dans quelques semaines, nous allons affronter un moment décisif de notre histoire. Nous allons aller à des élections présidentielles. Or, nous savons tous ce que représentent les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Nous savons tous ce que représente le président de la République dans la vie de chacun d'entre nous. C'est de lui que tout découle. C'est de lui que tout dépend. L'éducation de nos enfants, ça dépend de la politique qu'il va faire. La santé de notre famille, ça dépend de la politique qu'il va faire. Le prix de nos matières premières, que nous soyons producteurs de VA, de palmiers à huile, d'anacarde, de café, de cacao, ou même de vivrier, c'est de sa politique que nous pourrons tirer profit. Du fruit de notre labeur. Mais notre sécurité quotidienne, la paix dans nos villages, dans nos villes, la sécurité des personnes et des biens, tout cela dépend de lui. Et l'image même de notre pays à l'extérieur, le respect que les gens nous doivent, dépend de la diplomatie qu'il va développer. C'est pourquoi c'est important. Si nous avons un homme de paix, le pays sera en paix. Si nous avons un homme de progrès, le pays connaîtra la prospérité. Si nous avons un homme d'amour, le pays sera réconcilié, uni. Et la fraternité sera vécue chaque jour. Il n'y aura plus de chrétiens ni de musulmans. Il n'y aura plus de ouais, de Sénoufo, de Malinké, de Baoulé d'Agni, de Brié ou de Dents.
mais il y aura un peuple de Côte d'Ivoire uni dans sa diversité pour conduire la prospérité de son pays. Voilà l'enjeu des élections qui arrivent. Et cet enjeu s'inscrit dans une histoire de violence, de pleurs. Depuis 30 ans, le pays n'a pas connu la paix. Depuis la disparition de celui que nous appelons le père de la nation. On nous a projetés dans un conflit de succession. Depuis décembre 1993. Vous savez, pour ceux qui ont été des témoins qui étaient assez majeurs à cette époque, on sait dans quelles conditions la succession s'est faite. C'est-à-dire au sprint. C'est celui qui va courir plus vite pour aller s'asseoir à la télévision, c'est lui qui va devenir président de la République. Alors que notre constitution était claire. Il n'y avait pas de vide. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y avait pas un papier que nous avons tous adopté qui disait clairement que si un président meurt, qui doit le remplacer? Tout ça, c'était clair. Mais l'ambition des uns et des autres a fait que, malgré que le papier était là, c'est en courant que Henri Konan Bédié est parti s'asseoir à la télévision pour dire « Oufou est mort, mettez-vous à ma disposition. » Je suis le nouveau président de la République. Depuis, la guerre en Côte d'Ivoire a commencé ce jour-là. La guerre en Côte d'Ivoire a commencé ce jour-là. Et depuis, la Côte d'Ivoire est en guerre. Mais un pays peut connaître la guerre. Tous les pays ont connu à un moment ou à un autre la guerre. Mais on ne peut pas faire la guerre de façon permanente avec les mêmes hommes. Ceux qui se sont affrontés quand Oufou est mort, en 1993, voilà les mêmes, 30 ans après, ils vont se retrouver encore face à face, le 31 octobre 2020. Comme dit chez nous les amis, Ayaoué. Parce que c'est le même scénario. Bédié et Ouattara, en 1993, dans la crise de succession. Bédié et Ouattara, en octobre 2020, dans la crise de succession. Est-ce qu'on n'est pas fatigué? 30 ans. Depuis 30 ans, vous nous emmerdez. Depuis 30 ans, on n'a pas la paix avec vous. Depuis 30 ans, vos ambitions politiques ont défiguré ce pays. Ont déstructuré ce pays. Et en 2020, on va vous retrouver encore dans une compétition avec toujours certainement cette ambition de destruction. Voilà l'enjeu principal de cette élection qui arrive. Est-ce que ça n'est pas suffisant? 30 ans, ce n'est pas suffisant. 30 ans de guerre, 30 ans de violence, ce n'est pas suffisant. On va continuer encore, avec vous encore. Parce qu'en définitive, quand on regarde notre histoire, l'époque de Gbagbo n'a été qu'un intermède. L'époque de Gbagbo n'a été qu'un intermède. Quand Gbagbo est venu en 2000, parce qu'à ce moment ils étaient divisés, rapidement ils se sont réconciliés en 2005 pour l'attraper et puis l'envoyer à la CPI afin de continuer leur guerre en octobre 2020. Quand on regarde, c'est à cela que ça rime.
notre cinéma là, notre drame, c'est tout. Des gens qui ont commencé à se battre pour le fauteuil après Oufoué. Et parce qu'ils se sont divisés, nous avons pu profiter pour pouvoir venir et essayer de réconcilier, de reconstruire ce qu'ils étaient en train de détruire. Voyant cela, parce qu'ils ne veulent pas de la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne veulent pas de l'unité en Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas du bonheur de la Côte d'Ivoire, ils ont su surmonter leur division. Le temps de nous attraper, de nous jeter dehors, en prison à Bouna, en prison à Odiéné, en prison à Boudiali, en prison à La Haye, afin que, débarrassés de nous, ils puissent continuer leur palabre. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'en 2020, la note 2020, on va les laisser faire? Voilà le travail que nous avons à faire en 2020, le 31 octobre. Il faut mettre fin à ça. Parce que 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Et donc, je suis heureux que les victimes, les principales victimes de cette guéguerre se soient retrouvées ici ensemble. Parce que c'est nous les victimes. C'est nous qui avons besoin de réhabilitation. Et ma candidature s'inscrit dans cette logique. La réhabilitation des victimes, la réhabilitation de la Côte d'Ivoire, la renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous donc que nous nous battons. Et c'est pour ça que quand je suis sorti de prison, ma première destination a été l'Ouest. Tous ceux qui suivent l'actualité le savent. Ma première destination a été l'Ouest. Ma première destination, ça a été Mama, Gagnoa. Ensuite, j'ai continué à Issia, à Oumé, puis à l'Ouest, d'Uekwe, d'Iglo jusqu'à la frontière du Libéria, Taï, avant de reprendre vers Bangolo, Kouibli, Fakoubli, Siemian, tout ça, je suis arrivé là-bas, avant de revenir à Abidjan. Parce que l'Ouest a besoin de réhabilitation. L'Ouest doit être réhabilité. Les populations de l'Ouest ont besoin que le monde entier connaisse les souffrances qu'elles ont endurées, reconnaissent le sacrifice qu'elles ont fait au nom de la Côte d'Ivoire. Individuellement, collectivement. Hier, j'ai rencontré un groupe de femmes qui m'avaient posé cette question. Mais si demain tu es élu, qu'est-ce que tu fais pour l'Ouest? Qu'est-ce que l'Ouest peut attendre de toi? J'ai dit les mêmes mots que je viens de dire. La réhabilitation de l'Ouest, elle est à la fois d'ordre symbolique, mais aussi d'ordre politique. L'ordre symbolique, c'est quoi? Ce qui est le symbole, c'est ce que nous faisons chaque fois chez nous, au village, quand il y a des problèmes et qu'on se retrouve devant le chef, devant le conseil des sages. Les victimes qui vont, ce n'est pas pour que, si c'est leur fils qui a été tué, qu'on leur restitue leur fils. Si c'est leur maison qui a été brûlée, qu'on leur construise une maison. Les victimes vont pour que le village, la communauté reconnaissent publiquement le préjudice qu'elles ont subi, le tort qui leur a été fait. Et quand, après le débat, le chef a reconnu qu'il a été fait un tort à Koukouyon ou à Nyepa, et qu'on lui présente ses excuses, la victime, chez nous en Afrique, elle est déjà consolée, elle est déjà rassurée.
Parce que c'est ce qu'elle cherche. La reconnaissance publique du tort qui a été subi. Et le pardon public qui est adressé. Après, parfois, c'est un poulet. Chez nous, c'est une bouteille de gin. Même lorsque c'est un grand préjudice, un meurtre, c'est un bœuf. Mais est-ce que celui qui est mort est au même niveau qu'un bœuf, mais symboliquement, on fait cela pour marquer que effectivement nous avons reconnu que la communauté a commis un tort. Donc, symboliquement, il faut que l'Ouest soit réhabilité. Et c'est pour cela que dans le monde, il y a des symboles qui évoquaient que une ville comme Dieukwé, qui a été au centre, qui a été un des pivots de la résistance nationale. Parce que si Dieukwé a souffert, c'est par attachement au président Laurent Gbagbo et au Front populaire ivoirien. Parce qu'elle n'a pas voulu laisser passer les rebelles qui descendaient sur Abidjan. Si les populations de Dieukwé, quand ceux-là sont arrivés, s'étaient joints à eux, avaient célébré avec eux leur descente, leur opération, personne ne serait mort à Dieukwé. Personne ne serait mort à Bangolo. Personne ne serait mort à Djiglo. Personne ne serait mort à Tabou. Parce que nous partageons ce combat. Au contraire, les gens se seraient joints à eux pour grossir les rangs de ceux qui descendaient contre Gbagbo à Abidjan. Si les gens sont morts, c'est parce qu'ils ont résisté. Si les gens sont morts, c'est parce qu'ils ont refusé. Il faut que leur refus soit immortalisé. Que leur refus soit immortalisé par un monument. C'est la valeur symbolique. De manière à ce que, même dans 100 ans, un Guinéen, un Centrafricain, un Marocain, un Français, un Américain, un Allemand, un Japonais qui arrive à Dieukwé et qui voit ce monument, disent mais ça symbolise quoi? Et qu'on lui raconte l'histoire de la résistance de l'Ouest face à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous allons faire au plan symbolique. Mais en même temps, vous savez bien, des villages entiers ont été détruits au cours de cette guerre. Des familles entières ont été décimées. Il faut des réparations à la hauteur du sacrifice consenti, du préjudice subi. Et je voudrais vous rassurer que autant nous sommes attachés à l'Ouest, autant nous nous engagerons pour que les réparations que mérite l'Ouest soient réalisées. Au plan économique, actuellement, l'Ouest est, je dirais, le dernier carré de notre économie. Parce que c'est la dernière zone forestière, celle qui est convoitée par toutes les populations, même au-delà de la Côte d'Ivoire, et qui prennent d'assaut nos terres. Il faut que ces terres soient sécurisées. Il faut que ces terres soient sécurisées. Il faut que les populations qui sont établies sur ces terres prospèrent de l'exploitation de la terre. Parce que on dit que le monde rural est pauvre. Alors que c'est dans le monde rural que provient l'argent qui enrichit la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que nous qui exploitons les terres, nous cultivons les terres, nous n'avons jamais intéressé le gouvernement. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on n'intéresse pas le gouvernement. Ce qui intéresse le gouvernement, c'est notre produit. C'est notre café, notre cacao, notre EVA, notre banane. Mais nous-mêmes, on s'en fout de nous. On ne nous organise pas. On ne nous prend pas en compte. On ne nous donne pas crédit. On n'est même pas connu dans les statistiques nationales.
Pourtant, celui qui est entrepreneur de bâtiment, son nom se trouve aux impôts. Son nom se trouve au ministère de l'économie. Il a un registre de commerce. Il est connu, il est immatriculé. Il a des papiers. S'il a besoin d'argent pour faire son commerce, il va à la banque, il sort les papiers. La banque dit, ah, voilà toi, le gouvernement te connaît, il t'a donné des documents, donc je peux te faire crédit. Mais nous, les planteurs, d'abord, quelle est la banque même qui va nous recevoir? On est ignoré. On n'existe pas. Pourtant, nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Tout ce qui nous caractérise, c'est d'abord globalement l'analphabétisme. C'est chez nous, il y a le plus d'analphabètes, des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont des gens dépendants, handicapés. Une vieille mère, elle quitte, je ne sais pas, Fakobli. Si elle ne vient pas à Abidjan avec un fils, elle ne peut pas du tout mettre pied ici. Si elle arrive à Djamé, elle est perdue. Si son fils se trouve à Koumassi, elle ne sait même pas comment je vais faire même pour le trouver à Koumassi. Par où on passe. Et nous sommes plus nombreux encore en Côte d'Ivoire, nous qui sommes dans cette situation. Et donc on ne s'occupe pas de nous. On n'a aucune politique pour nous. On ne cherche pas à nous aider à sortir de cette situation. Comment le pays peut avancer si nous sommes ignorés? Donc le monde rural, si demain nous sommes à la tête de ce pays, le monde rural sera transformé. Et les populations de l'Ouest en particulier pourront tirer profit de leur terre. Parce qu'on va sécuriser d'abord la terre, pour que chacun ait son papier. La loi dit que la terre appartient aux propriétaires coutumiers. Mais où est le papier qui prouve que j'ai 30 hectares, 100 hectares, 200 hectares? Pour que si j'ai besoin même de faire une petite exploitation, une banque puisse me donner de l'argent, je puisse mettre cette terre en garantie. Il n'y en a pas. On va immatriculer toutes les terres. Reformer la loi sur le foncier là, on va changer. La terre appartiendra au propriétaire, mais le propriétaire peut louer ça à qui il veut. Mais non seulement il peut louer à qui il veut, mais lui-même, il faut qu'il soit immatriculé, identifié. Et que son exploitation, il devienne un exploitant agricole. C'est-à-dire il est connu à Digolo, à Daloa, à Gagnoa, comme un exploitant agricole. Il est enregistré. On sait combien d'hectares il a. On sait quelle activité il veut faire. Et on peut lui donner du crédit. L'État peut l'aider. On peut le former. Son exploitation, là, c'est ça que l'État va prendre en compte. Ça, c'est une action importante. Et de grands programmes de développement vont être mis en œuvre sur ces terres-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire de l'exploitation de la terre. La première chose importante, nourrir les Ivoiriens. Mais nourrir même toute l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes un peuple qui travailleur. Et dans notre programme, il y a un volet où nous disons que la Côte d'Ivoire doit nourrir l'Afrique de l'Ouest. On ne va pas les nourrir gratuitement, hein, ils vont payer. Le riz, ça m'occupe parce que celle qui me nourrit vient d'une zone de riz. Donc le riz là, on mange ici, on aime ici, pourtant c'est les Chinois qui nous nourrissent. Chaque année, nous, on consomme 3 millions de tonnes de riz. En Côte d'Ivoire, là. 3 millions de tonnes de riz qu'on mange ici. Et nous, on ne produit que 1,5 million. Le reste, là, c'est les Chinois. On va chercher ça, on va payer chez les Chinois. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et on dépense chaque année près de 400 milliards de francs CFA pour acheter le riz chez les Chinois et puis manger. Pourtant, nous, on a les terres.
Il y a les femmes qui veulent faire du riz. Il y a les jeunes qui veulent faire du riz. On a les bas-fonds. Il y a tout. Ce serait une priorité. Riz là, je vais faire en sorte que tu es hébrio, tu es Nio, tu es Baouleo, tu es Sénoufo, tu es Bétéo, tu es Gagou, tu vas planter riz. Parce que tu ne dois pas aller acheter riz chez les Chinois. Pour qu'on soit autosuffisant. Et même on vend du riz aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, à tous ceux qui sont là. Nous, là, on doit devenir des grands planteurs de riz dans le monde. C'est un point important. Ensuite, notre économie, on doit transformer. Mais ça, ce n'est pas vraiment le programme que nous allons évoquer pour les autres. Donc, au niveau de l'Ouest, nous avons un gros travail à faire parce que la richesse nationale se trouve à l'Ouest. Et les populations de l'Ouest, c'est elles qui doivent devenir le moteur de la transformation de notre pays, grâce à l'encadrement du gouvernement. Mais comme vous le savez, on ne peut pas travailler s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas la sécurité. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas la confiance entre nous. C'est pourquoi un volet important de notre programme, c'est comment restaurer la paix en Côte d'Ivoire. Comment restaurer l'unité nationale. Comment restaurer la cohésion sociale. Il y aura beaucoup de changements que nous allons apporter. Ce sera un axe majeur. Parce qu'un pays qui n'est pas en paix, qui n'est pas en sécurité, ne peut pas s'occuper de son développement. Les États généraux de la République, pour fonder la réconciliation nationale, ce sera le premier acte. Et pour cela, si je suis élu le 31 octobre et que je fais la passation de service, je prête serment le 3 ou le 5 novembre. 5 novembre, là, quand je sors de la salle où on fait l'investiture, là, le premier acte, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Les Dogbo Blé, CKCK, Anselme, Abbaye, Capitaine Lobé, tous ceux-là seront immédiatement libérés. Immédiatement libérés. Tous les jeunes qui sont en prison pour des raisons politiques seront immédiatement libérés. Tous ceux qui se trouvent en prison aujourd'hui, à cause des palabres qu'il y a eu, ils seront tous libérés. Ça, ce serait le premier acte. Pour soulager. Et le lendemain matin, c'est la relation avec la CPI, afin que Gbagbo, Laurent et Blé Goudé reviennent en Côte d'Ivoire. Pour réparer cette injustice. Ça, ce sont les premiers actes. Et puis, nous allons maintenant parler de la réconciliation. Parler des États généraux, comment on va convoquer tout le monde. Pour que chacun qui a souffert au cours de cette longue crise, que chacun vienne pleurer devant le peuple du Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'Ouest, parce que nous sommes des partisans de Gbagbo, du Front populaire ivoirien, on ne nous a pas donné l'occasion de faire les funérailles de nos morts, de faire le deuil de tous ceux qui sont morts. À telle enseigne qu'aujourd'hui nous vivons repliés sur nous-mêmes. La meurtrissure au cœur. Il y a certains, jusqu'à présent, ils ne savent pas ce que leurs enfants sont devenus. Leurs enfants ont disparu. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont en exil? Est-ce qu'ils sont vivants? S'ils sont morts, où est-ce qu'ils sont morts? Où se trouve leur corps? Il y a des familles comme ça, qui vivent comme ça, qui n'ont pas eu l'occasion de faire les funérailles de ces gens. Si la mort relève de la nature, c'est Dieu qui a créé la mort. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir. Mais le même Dieu nous a donné la capacité de dépasser la mort à travers les cérémonies pour commémorer la mort. Ce sont les obsèques, les funérailles que nous organisons pour pouvoir vivre
au-delà de la souffrance que la mort nous a procurée. Mais quand vous perdez quelqu'un, un fils, un mari, un frère, et que vous n'avez pas eu l'occasion de faire ce cérémonial, ce rituel, vous n'êtes pas en paix. Votre âme n'est pas en paix. Et le mort lui-même, il n'est pas en paix. Il ne peut pas reposer en paix. Les États généraux de la République que nous proposons, c'est ça qui sera sa première fonction. Faire en sorte que tous ceux qui sont morts reposent en paix. Faire en sorte que tous ceux qui ont survécu à la mort soient apaisés, leur cœur soit apaisé, puissent vivre au-delà de la mort. Et puis, au-delà de cet aspect, les dédommagements dont j'ai parlé tout à l'heure, les réparations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au-delà de ces réparations, la restauration de la Côte d'Ivoire, la restauration de la confiance entre nous tous, la modernisation de notre institution. Comment nous faisons pour vivre ensemble, en paix, dans la confiance mutuelle? Nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour parler de ça. Pour que plus jamais il n'y ait de rébellion armée en Côte d'Ivoire. Pour que plus jamais quelqu'un ne prenne pas des armes pour accéder au pouvoir. Pour que plus jamais personne ne puisse souffrir des ambitions d'un homme politique. Parce qu'on aura mis en place des règles claires. Ceux qui veulent devenir président, comment on fait pour le devenir? Ceux qui veulent voter un candidat, comment faire pour être libre de le faire sans forcément aller en prison? Ceux qui veulent faire de la politique, comment être libre de le faire sans forcément perdre son poste? Comment faire pour que les postes de la fonction publique soient à la disposition de tous les Ivoiriens et non d'une seule région ou d'une seule communauté? Voilà tout ce que nous allons faire. Donc, chers parents, encore une fois, infiniment merci d'être venus pour manifester votre soutien à la lutte que nous menons, à la cause que nous défendons. Je voudrais vraiment vous rassurer que cette lutte, effectivement, nous la menons en votre nom et pour vous. Donc nous sommes ensemble. C'est un combat commun. Nous sommes devant, nous nous affichons, mais nous ne sommes rien sans vous. Et nous ne serons rien sans vous. Parce que comme je le dis souvent, la politique, ce n'est pas comme l'école. L'école, c'est une affaire individuelle. Tu connais papier ou bien tu ne connais pas papier. Même si ton papa est docteur et que toi tu ne connais pas papier, tu ne connais pas papier. Tu ne pourras pas arriver là où il est arrivé. Tu vas même te retrouver peut-être chômeur. De la même façon, même si ton papa n'a pas été à l'école et que tu connais papier, tu peux être le plus grand diplômé dans une discipline. C'est une affaire individuelle. C'est la tête de chacun. Et quand tu connais papier et que tu as fait tous les diplômes, tu as doctorat, tu sors de l'école, tu vas dans une entreprise, tu as peut-être 24 ans, 25 ans, tu arrives là-bas, on te donne le poste le plus important. Tu vas trouver même des gens qui ont l'âge de ton papa. C'est toi qui vas les commander. Parce que ton papier est plus grand que pour eux tous. Mais la politique, ce n'est pas affaire de papier. Hein. C'est affaire d'homme. C'est affaire de confiance. C'est affaire de soutien. Tu n'as même pas été à l'école. Mais à Kaadé, là-bas, quand on dit à réunion, tant qu'on ne t'a pas vu, on ne fait pas réunion. Même le président de la mutuelle, là, qui est DG à Abidjan ici, il est là, on dit, on attend Oulaï. Chaque diplôme de Oulaï, là, c'est plus grand que le diplôme de Giti. Parce que Oulaï, il n'a même pas été à l'école, là. On dit à réunion, il est parti faire bandit, on dit de l'attendre. Pourtant, Giti est déjà là. Il est assis. Et puis il attend Oulaï. Et quand Oulaï arrive, c'est qu'il dit là. C'est ça, les villageois disent, c'est ça on va faire. C'est le diplôme de Oulaï est plus grand. Il n'a pas été à l'école. Mais les gens lui font confiance. À cause de sa façon de marcher, à cause de sa façon de penser, à cause de
peut-être de sa générosité. Et quand il dit allons-y, tout le monde se lève. C'est ça, son diplôme est plus grand politiquement. C'est pourquoi on dit toujours, la force de l'homme, c'est l'homme. Et aujourd'hui, votre présence massive nous honore. Parce que quand ça va passer à la télévision, là, il y a beaucoup de gens qui vont trembler. Et parce que vous êtes venus aujourd'hui, demain quand je vais marcher à Djamé là-bas, à Cocody là-bas, ma démarche va changer. Ma démarche va changer. Votre seule présence nous honore. Au-delà même de ce que vous allez faire après, votre seule présence, c'est la manifestation d'une considération extrême. Et cela nous honore. Parce que on ne se rassemble pas à l'invitation de quelqu'un qu'on ne respecte pas, qu'on ne considère pas. Peut-être même qu'on rejette. Monseigneur Agré, je raconte toujours cette histoire parce que c'est toujours pédagogique. Il m'a dit un jour que Dieu nous a donné plusieurs organes. Il nous a donné les yeux, il nous a donné les oreilles, il nous a donné des membres. Il y en a, nous-mêmes, on ne contrôle pas. Tu marches comme ça, dans le village, et puis tes yeux tombent sur une femme qui est en train de se laver, et puis tu fermes les yeux. Tu ne contrôles pas? Tes yeux ont vu. Tu es obligé de fermer, et puis tu tournes le dos avant de partir. Ou bien tu passes à côté d'une cour, les gens sont en train de critiquer le chef là-bas, ça tombe dans tes oreilles. Tu ne peux pas fermer. Mais les pieds, ça, ils ne peuvent pas se retrouver à Yopougon si tu n'as pas décidé d'aller à Yopougon. Donc, vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Parce que vous l'avez voulu, vous l'avez souhaité, et vous avez accepté de venir. C'est pourquoi j'ai dit que votre présence nous honore. Infiniment merci. Infiniment merci, parce que cette présence est historique. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, ça va avoir des conséquences. Même au niveau du FPI, ça va avoir un impact. C'est un message que vous nous envoyez à nous tous qui sommes les cadres du FPI. Un message au rassemblement. Un message à l'unité. Un message au rassemblement autour de ma candidature. Vous voulez dire au cadre du FPI, le voilà, c'est lui. Une façon de, comme Samuel dans la Bible, à qui Dieu dit, quand il est question de chercher le nouveau roi d'Israël, et qui se retrouve face à David, Dieu lui dit, lève-toi et donne-lui l'onction, c'est lui. À partir de ce moment, les frères de David ont un autre regard sur ce petit frère qu'ils méprisaient et qu'ils envoyaient plutôt aller surveiller les moutons. Parce que à ce moment-là, c'est le travail qui était de son âge et qui lui ressemblait. Je crois que c'est cet acte historique, biblique, que nous venons de poser ce matin. Infiniment merci. Sachez que nous allons travailler.
pour que le message que vous nous laissez aujourd'hui parvienne à tous nos frères du FPI et à notre chef, le président Laurent Gbagbo, à Bruxelles. Parce que lui aussi, je suis sûr qu'il attendait ce message. Il attendait ce message. J'ai laissé mes petits à Abidjan. Voilà qu'ils sont en train de s'entre-déchirer. Que font mes parents de l'Ouest? Que disent mes parents de l'Ouest? Jusque-là, vous êtes restés silencieux. Vous avez écouté, vous avez regardé, vous avez apprécié, jugé, et aujourd'hui, vous venez de décider. Que Dieu fasse en sorte que le message que vous venez de délivrer aujourd'hui soit exaucé. Et que demain, vous soyez fiers d'avoir fait la libation de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Sachez que vous n'aurez pas honte. Sachez que nous serons restés dignes de ce que vous représentez dans cette Côte d'Ivoire, des aspirations que vous portez, des responsabilités que vous assumez, et que toutes les communautés que vous guidez vous célébreront parce que vous avez contribué à leur émancipation. Infiniment merci. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous reconduise dans vos demeures respectives, qu'il vous garde en vie, afin que nous célébrions ensemble le 31 octobre 2020 avec la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On applaudit trop fort, Bolo Super, pour saluer